D'après la formulation mathématique présentée dans la leçon précédente, le modèle à construire peut être représenté par l'ensemble des données Z constituées de tous les couples entrées et sorties du système. Les algorithmes de machine learning vont adopter différentes stratégies pour apprendre à reproduire cet ensemble Z, c'est-à-dire à construire le modèle à partir d'un sous-ensemble d'entraînement. On distingue ainsi l'apprentissage supervisé, qui consiste à utiliser des exemples d'entraînement avec des labels, l'apprentissage non supervisé, qui consiste à utiliser des exemples non labellisés pour déterminer des structures latentes dans les données et identifier des clusters présentant une certaine homogénéité, l'apprentissage semi-supervisé, qui combine les deux approches précédentes lorsque des données sont manquantes ou que l'on souhaite s'appuyer sur une distribution implicite de données avant d'affiner la classification à l'aide d'exemples labellisés, apprentissage par renforcement, où il s'agit de prendre des mesures appropriées pour maximiser les bénéfices dans une situation donnée à travers l'observation du feedback de l'environnement à la suite d'une action. Il se base sur un cycle expérience-récompense et améliore les performances à chaque itération. Apprentissage par transfert, qui consiste à adapter une connaissance acquise dans une expérience précédente à un autre contexte partageant certaines similitudes. Commençons par l'apprentissage supervisé. Dans ce cas, on présente à l'algorithme des exemples d'entrée qui sont étiquetés avec les sorties souhaitées, le but étant que l'algorithme puisse apprendre en comparant sa sortie réelle avec les sorties souhaitées pour trouver des erreurs et modifier le modèle en conséquence. L'ensemble des données Z contient dans ce cas une structure interne. On peut alors écrire Z égale à X croix Y, et pour chaque Z appartenant à grand Z, Z est égal au couple petit x y, où petit x appartient à grand X et petit y appartient à grand Y. L'objectif étant de modéliser le lien entre x, y, c'est-à-dire x égale à phi de y. Dans un apprentissage supervisé, on accomplit généralement des tâches de régression ou de classification. Un modèle de régression permet d'obtenir une courbe en utilisant des exemples. Cette courbe est utilisée par la suite pour effectuer des prédictions. Les données à traiter et à prédire sont numériques. Dans l'exemple affiché, on peut tracer une droite qui permet de prédire le prix des biens immobiliers en fonction de certaines caractéristiques en utilisant des exemples pour lesquels le prix est connu. Pour les algorithmes de classification, on considère des images de chats et de chiens que l'algorithme doit classifier. Dans la pratique, des milliers de telles images sont présentées à l'algorithme avec le label correspondant de façon à ce qu'il configure ses paramètres pour classifier correctement des exemples non appris. Ici, l'ensemble des données possède une structure interne, Z égale à X croix Y, X étant l'ensemble des images de chiens et de chats, et Y l'ensemble constitué des deux labels chien et chat. On suppose par hypothèse qu'il existe une fonction phi telle que pour tout petit z dans grand Z, si z égale à xy, alors y égale à phi de x, c'est-à-dire que phi permet de lier l'image d'un animal au label correspondant. On propose d'approcher phi par une fonction phi indice θ, utilisant des paramètres θ tels que y soit à peu près égal à y indice θ égale à phi indice θ de x, y indice θ étant le label prédit par phi indice θ pour l'animal X. L'algorithme de machine learning de type classification va effectuer une phase d'apprentissage où il va tenter de déterminer les paramètres θ qui minimisent l'erreur entre les labels prédits par le modèle et ceux souhaités. Les choix faits ici sont à but pédagogique. Nous allons voir au cours des leçons suivantes que des entiers sont généralement utilisés pour référencer des chaînes de caractères. Les calculs vont s'effectuer sur des probabilités d'appartenance à une classe. Comme norme, la cross-entropie est mieux adaptée aux problèmes de classification. Pour créer un modèle de classification, on suppose que nous disposons de données d'apprentissage labellisées, on dit aussi annotées ou étiquetées. Nous allons représenter les données dans un espace euclidien et tenter de leur appliquer un algorithme de classification. On utilise un modèle dont la sortie prend des valeurs discrètes représentant des catégories, par exemple des chiens, des chats. Construire un classifieur revient alors à déterminer des paramètres
de façon à ce que le modèle puisse prédire la catégorie à partir des entrées. La figure affichée montre que le classifieur peut être représenté par une ligne ou un hyperplan qui divise l'espace en deux zones, celle correspondant au point x vert, vérifiant θ transposé x moins b supérieur ou égal à 0, et celle correspondant au point rouge, vérifiant θ transposé x moins b inférieur ou égal à 0, θ et b étant des paramètres du modèle. Ce modèle peut ainsi prédire, pour un exemple non appris, en fonction de sa position dans l'espace, la classe à laquelle il appartient. Rappelons-nous de l'exemple des chiens et des chats. Mais le plus souvent, en particulier lorsque le système à représenter n'a pas un comportement linéaire, séparer les classes point vert et point rouge par une droite ou un hyperplan n'est pas satisfaisant. Combiner deux modèles linéaires partiellement satisfaisants permet d'obtenir un modèle non linéaire plus satisfaisant. Dans des situations beaucoup plus complexes, on peut être tenté d'essayer d'entraîner le modèle de classification, ou d'ailleurs n'importe quel modèle prédictif de machine learning, pour qu'il s'adapte de manière strictement fidèle aux exemples d'entraînement. On désigne cela par le surapprentissage ou overfitting. Un tel modèle risque de connaître des problèmes de généralisation, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés à prédire correctement des données qui ne faisaient pas partie de son ensemble d'entraînement. Cela est principalement causé par les fluctuations dues aux particularités non généralisables et au bruit produit par les exemples d'entraînement. Dans les algorithmes d'apprentissage non supervisés, un ensemble d'entrées sont présentées à l'algorithme sans les sorties souhaitées. Dans ce cas, le programme doit lui-même identifier la structure et les patterns sous-jacents aux données. Dans un apprentissage non supervisé, on ne suppose pas connu une structure interne des données. L'algorithme doit faire émerger automatiquement les patterns et les catégories à associer aux données. Un algorithme d'apprentissage non supervisé accomplit des tâches de type clustering ou regroupement qui consiste à séparer les données en groupes de manière à maximiser l'homogénéité des données au sein des groupes et que ces groupes soient le plus distincts possible. Il permet aussi de réduire la dimensionnalité. Il permet aussi de détecter des anomalies pour la maintenance prédictive, la cybersécurité ou le dépistage précoce de maladies. Dans le cas du clustering, on dispose de groupes d'objets similaires dans un ensemble de données multivariées collectées par l'observation d'un phénomène. Considérons, pour illustrer, des points représentant les données dans un espace euclidien. Un algorithme de clustering consistera par exemple à déterminer une droite ou un hyperplan qui sépare les données en deux groupes de manière à maximiser à la fois la similarité entre les éléments internes à chaque groupe et la dissimilarité entre les deux groupes. Après la constitution des clusters, on peut leur attribuer un sens ou un label. Certains algorithmes de machine learning sont utilisés pour dépasser le fléau de la dimensionnalité que connaissent notamment les algorithmes à réseau de neurones profonds. L'ACP est à ce titre souvent donné comme exemple. Cela se réalise en opérant dans des espaces de projection pertinents et de dimension réduite. L'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, est un formalisme généraliste dans lequel un agent prend explicitement des mesures et interagit avec son environnement en explorant les solutions possibles et en exploitant les résultats de ses expériences. L'agent apprend à se comporter dans un environnement incertain, partiellement observable et complexe, en effectuant des actions et en visualisant les résultats de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps, l'objectif étant de trouver le meilleur comportement possible ou le meilleur chemin à suivre dans une situation donnée. L'environnement procure à l'agent une récompense qui peut être positive ou négative en fonction de son état et de l'action qu'il entreprend. L'apprentissage par renforcement tient en quelques concepts clés simples basés sur le fait que l'agent intelligent observe les effets de ses actions, déduit de ses observations la qualité de ses actions, améliore ses actions futures. L'agent intelligent décide d'effectuer une action en fonction de son état pour interagir avec son environnement.